Donc on arrive à la dernière partie avant d'essayer de réfléchir ensemble aux stratégies collectives en réponse. Donc une deuxième partie sur la grande question des questions juridiques et financières, avec la notion de la fabrique de l'impunité. Donc pour traiter de cette question sur la question strictement financière et l'impunité, Christian Tidjani de l'Assemblée des blessés. Sur la protection fonctionnelle et le permis de tuer, Yann B. de Désarmons-les. Et ensuite, on abordera la question de la légitime défense avec Issam F. Kalfaoui, le père de Souaïd, tué par la police. Je leur laisse la parole. D'accord. Timing. Alors donc, je vais vous parler. Alors, quand on parle en parlant de, en fait, la question financière, c'est évidemment la question budgétaire de l'État et donc du ministère de l'Intérieur. Et c'est en fait, ce que je vous amenais, c'est à penser que l'État ne bougera pas tant qu'en fait, on ne l'impliquera pas dans la décision, la décision financière. C'est-à-dire, pour nous, c'est à l'État de payer, plus précisément au ministère de l'Intérieur. Et on va vous montrer tout le processus. Enfin, je vais vous expliquer tout le processus qui fait que l'État, en fait, l'État, il s'engage pas, il s'engage absolument pas. Donc, pourquoi changerait-il ses modalités? Mon fils, pour la procédure judiciaire, en fait, nous arrivons à la 12e année de procédure. Et sur ces 12 années de procédure, en fait, il y a 14 années de procédure, c'est-à-dire 7 années de procédure pénale, et nous sommes à la 7e année de procédure civile. La procédure pénale, Geoffrey a eu gain de cause, c'est-à-dire que le policier et l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État, c'est un avocat qui gère les intérêts de l'État, et donc là, du ministère de l'Intérieur. Il a été condamné donc en première instance. Il a fait appel, nous avons interjeté l'appel avec le procureur. Il a été condamné en appel et il a été débouté en cassation. Et aussi l'agent judiciaire de l'État. Donc, le résultat des cours, c'est que le policier était condamné. Le policier avait une interdiction d'exercer. Le policier avait 18 mois de prison avec sursis. Mais c'était à l'agent judiciaire de l'État et donc au ministère de payer les indemnisations. À la procédure civile, la juge a complètement inversé, en fait, le jugement pénal, ce qui ne se fait jamais. C'est-à-dire que la juge a débouté, nous a débouté en disant c'est pas à l'agent judiciaire de l'État de payer et donc au ministère, c'est au policier de payer. Et donc, on nous ramenait, comme tous les blessés qui allaient au TA, à ce que ce soit le fonds d'indemnisation des victimes qui paye. Et donc, comme Mélanie expliquait, donc c'était le produit de vos assurances. Pour nous, c'est un combat, c'est une question de principe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on aurait pu accepter le verdict et puis récupérer les indemnisations. Et par principe, il est hors de question que ce soit le fonds d'indemnisation des victimes qui paye ces indemnisations, c'est au ministère de le payer. Et là, je vais vous lire, en fait, pour vous expliquer, pour en venir aux Gilets jaunes, je vais vous lire, en fait, les instructions du ministère de l'Intérieur à propos du budget, pour bien que vous compreniez qu'en fait, pour eux, il y a une stratégie. Il y a vraiment une stratégie qui permet à l'État de ne pas payer. Et donc, cette stratégie, je vais la retrouver. Donc, en fait, déjà, je vais dire DLPAJ. En fait, le DLPAJ, c'est la Direction des libertés publiques et de l'autorité des affaires judiciaires, qui est sous la tutelle, donc liberté publique, qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, du secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Et voilà ce qui est dit. La maîtrise du risque financier lié aux dommages consécutifs aux manifestations des Gilets jaunes, car nous sommes en 2022,
est une action majeure du plan d'action mis en œuvre par la DLPAJ et reste une priorité pour l'année 2022. Les dépenses en matière d'attroupement risquent d'augmenter en raison de l'ampleur des dommages liés à ces événements. L'instruction diffusée par la Direction des libertés publiques et des affaires judiciaires aux préfectures le 18 février 2019 sur le traitement de ces dossiers a d'ores et déjà permis de minimiser les dépenses et notamment de rejeter la responsabilité de l'État, responsabilité sans faute, pour un nombre important de dossiers et de disposer d'informations fiables et consolidées sur le plan financier afférent. Ainsi, les dépenses s'étaleront sur l'exercice en cours 2021 et sur les exercices ultérieurs 2022-2023. Cette estimation de dépenses tient compte des efforts de maîtrise de la dépense liée aux attroupements, notamment les consignes données par la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, de laisser les assureurs en première ligne dans la gestion des sinistres et des efforts importants pour contester la responsabilité de l'État et ainsi de minorer les préjudices subis. Donc, et ça, c'est pas, c'est sur le site en fait du ministère de l'Intérieur, c'est sur le site aussi de l'Assemblée nationale, dans la rubrique des budgets. Donc, c'est bien pour vous faire expliquer, pour vous faire comprendre qu'il y a une stratégie qui est en place, en fait, qui fait en sorte à ce que l'État ne déboursera rien. Alors, on peut dire, bon, bah, l'État, ou en fait, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que si le ministère de l'Intérieur, en fait, avait à payer tous ces préjudices, ça poserait une grosse question à l'Assemblée nationale en disant, on a un problème. Mais vu que l'État ne paye pas, pourquoi se poserait-il la question? Et c'est des choses, en fait, qui existent. Cette question, elle existe depuis 2015. 2015, tout bon. Donc, à la commission d'enquête, tout bon, au moment où il était défenseur des droits, tout bon avait émis, en fait, un risque en disant que si les pratiques, en parlant des pratiques réelles de tir, il avait dit l'État doit impérativement encadrer ces pratiques s'il ne veut pas prendre de risques contentieux considérables, en 2015. Vous voyez, donc, en fait, l'État a pris la mesure des choses, puisqu'en fait, ça a été une de ses priorités, comme il est dit, en fait, depuis 2019, en fait, de par le fait que l'augmentation des blessures de gilets jaunes lui faisait prendre un risque considérable. Et donc, en fait, sa réponse, ils l'ont trouvée, parce qu'eux ont des petits rats de bibliothèques, vous savez, ils utilisent des petits stagiaires qui vont dans les bibliothèques du ministère de la Justice et autres, et qui vont chercher justement à pouvoir trouver les failles qui permettent justement de ne pas payer et de renvoyer systématiquement les blessés au tribunal administratif et donc au fonds d'indemnisation. Et tout ça, c'est des pratiques qui existent, c'est une stratégie, et c'est pour ça que je dis, il est dommage que nous, mouvement contre les violences policières, on n'ait pas de stratégie, parce que eux, en face, ils l'ont, et elle est claire et précise. Elle est, en fait, avec la complicité des syndicats de police, des députés et des sénateurs. Et il y a des risques à venir, et qu'on a vu dès 2014, pour aller plus loin, pour faire en sorte à ce que les blessés ne puissent plus, en fait, contester l'avis du procureur quand il donne un non-lieu. Et il y a, et c'est passé inaperçu, une loi qui est dans les tiroirs, une proposition de loi on a déjà essayé de la faire passer 3 fois. Une fois à l'Assemblée nationale et 2 fois au Sénat. Et cette loi, cette proposition de loi, elle est simple et c'est suite, justement, ça va suivre l'article 435-1 du permis de tuer, qui fait que les comment on appelle ça, les parties civiles
c'est des parties civiles cette fois-ci qui sont pris en compte. On parlait de se porter partie civile par le doyen du juge. Il y avait toute cette disposition. Je crois que c'était Myriam, la maman de Myriam, qui en parlait tout à l'heure. Et d'accord. Et la proposition de loi, elle est de tendre à interdire aux auteurs de crimes et délits et à leurs ayants droit de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si par exemple il y a un refus d'obtempérer et qu'on tire sur l'individu, qu'on dit qu'il y a un refus d'obtempérer, peut-être qu'il n'y en a pas eu, enfin, c'est le procès verbal qui fera foi. Et donc si le procès verbal dit qu'il y avait une infraction, un délit ou un crime, si le procureur lance un non-lieu, jamais les victimes ou les ayants droit pourront se porter partie civile. Et c'était arrivé 3 fois, une fois en 2014, une fois en 2015, une fois en 2016. Et là, c'est dans les tiroirs, et vu comment se comportent en fait les groupes à l'Assemblée nationale, et vu pendant les 5 ans, il y a des risques que cette loi, elle ressorte des tiroirs. Et c'est pour vous dire qu'en face, il y a une stratégie qui est bien mise en place depuis des années, et c'est en fait un accord avec des syndicats policiers, des députés et des sénateurs. Voilà. Alors moi, je vais essayer d'introduire Issam plus qu'autre chose, mais en faisant le lien aussi avec l'atelier précédent. Je crois que ça commence à émerger clairement qu'il y a non seulement il y a un déni de justice. Moi, je voulais introduire par la question du déni de vérité. C'était la question de la contre-enquête. Elle répondait à cette question-là. Juste pour rappeler que le déni de vérité, il s'appuie sur quelque chose qui est assez simple. Une équation qui a été notamment énoncée par Eyal Weizmann, qui est quelqu'un qui a fondé Forensic Architecture, qui est une agence britannique qui enquête sur les crimes d'État et crimes écologiques. Il a identifié 3 espaces dont les parties civiles, donc les victimes, sont exclues. La première, c'est la scène de crime. Donc les familles de victimes en général, une fois qu'il y a eu un meurtre par la police, ou en général un meurtre, on rubalise la scène de crime et plus personne n'y a accès, à part les enquêteurs. Le deuxième espace duquel sont privées les parties civiles et les victimes, c'est le laboratoire de police scientifique. C'est réservé aux enquêteurs, c'est réservé aux experts, et l'accès en est exclusif. Et le troisième, c'est les cours de justice elles-mêmes, puisque bien souvent, les victimes, les parties civiles n'ont pas accès réellement à la justice. Donc, les victimes, elles n'ont pas de contrôle ni d'accès aux moyens et données de l'enquête judiciaire. Elles n'ont pas accès non plus au corps de la victime, qui pourtant est leur corps, on va dire, c'est le corps de leurs proches. Donc elles n'ont pas d'accès au corps de la victime, ni au scellé. Elles n'ont pas non plus l'espoir d'avoir une confrontation avec les auteurs des violences. Elles n'ont pas de concertation avec les enquêteurs et les experts, pas une possibilité de débattre sur les éléments de l'enquête, et pas de débat contradictoire avec les magistrats le plus souvent. Et donc, c'est la dépossession dont parlait Pierre tout à l'heure. Et après le déni de vérité, il y a le déni de justice. Le déni de justice, il s'appuie sur cette dernière étape, cette privation, cette exclusion des cours de justice implique un déni de justice. Et c'est là, en fait, où le déni de justice, il s'appuie sur ce qu'on a essayé il s'appuie sur tout un rouage, sur tout un mécanisme, sur tout un système d'impunité qu'on a essayé dans des ateliers qu'on fait de plus en plus régulièrement. On parle de système d'impunité ou de fabrique du non-lieu. Et je voulais juste rappeler qu'il y a des éléments qui paraissent anodins, mais je pense que c'est bien de rappeler comment fonctionnent ces rouages-là. Elle s'appuie notamment sur un certain nombre d'acteurs, qu'on peut appeler les acteurs clés de l'impunité. Au premier stade de l'enquête, c'est d'abord la hiérarchie policière et la préfecture, qui se mobilisent dès les premières minutes après les violences pour rassurer les auteurs, donc les policiers auteurs des violences, et justifier l'usage de la force, notamment en communiquant sur le profil et les antécédents judiciaires de la justice. Première étape, la criminalisation.
Le deuxième, c'est la presse et les médias qui se font le relais du coup, qui donnent de l'écho à la communication de la préfecture et attirent l'attention de l'opinion publique sur des éléments ne concernant pas directement les faits, la commission des faits, participant ainsi à la campagne d'acceptabilité engagée par les autorités, d'acceptabilité et de légitimation du crime. Ensuite, il y a les syndicats de policiers qui jouent un rôle majeur, qui sont un peu entre l'institution policière et les médias, qui se portent garant de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc de quand on est syndiqué en tant que policier, le syndicat est là pour garantir un certain nombre de choses, dont la protection fonctionnelle. Ils vont en tout cas s'assurer qu'on est bien défendu, qu'on est bien conseillé, etc., etc. Ils vont accompagner en fait les auteurs de crimes. Donc ils se portent garant de la protection fonctionnelle des auteurs de violence et imposent aussi leur récit dans l'espace public et médiatique. Donc c'est eux qui vont être dans les premiers, qui ont une légitimité à parler, puisque le corps policier est soumis au devoir de réserve, mais pas les représentants syndicaux. Donc, et souvent, ça intervient le plus souvent avant même que l'enquête n'ait été close. Tu vas en reparler après. Parfois, ils interviennent même moins de 24 heures avant, après la commission du crime. Ensuite, il y a les enquêteurs eux-mêmes, souvent de l'IGPN, qui sont donc des collègues des auteurs de violences, qui recueillent des éléments qui peuvent être à charge pour les victimes, on l'a évoqué avant, et qui vont construire à la va-vite en général un récit à partir des éléments recueillis par l'enquête lors des premières 48 heures suivant la commission des faits. Dans la plupart des affaires, l'enquête préliminaire et ces moments-là, c'est vraiment dans les premières 48 heures, 72 heures que tout le récit se met en place et que tous les rouages de l'impunité se mettent en place. Et enfin, le procureur qui, lui, va décider assez rapidement de la qualification initiale des faits et de la poursuite de l'enquête, souvent aussi à 48 heures des faits. Donc c'est lui qui va dire homicide involontaire, homicide volontaire, etc. Donc ça, c'est les premiers acteurs au premier stade de l'enquête. C'est eux qui vont construire la version qui va être ensuite soumise au juge, mais aussi au grand public, entre guillemets, parce qu'on parle de public, on est dans une société du spectacle, donc on est pris à témoin, mais sans avoir aucun rôle à jouer dans ces affaires-là, aucun droit de regard. On doit avaler la vérité judiciaire et éventuellement la relayer et y croire. Et donc après, au second stade de l'enquête, il y a aussi d'autres acteurs qui arrivent. Et souvent, on les nomme pas, et ça c'est important de les nommer, c'est notamment les experts, qui eux vont très vite établir la compatibilité des constats de médecine légale et de balistique avec la version du parquet. Qu'est-ce qu'ont dit les gendarmes? Qu'est-ce qui est la version que nous livre le parquet? On fait des expertises légales, des expertises balistiques et médico-légales, et on vient valider, on vient étudier la compatibilité. Est-ce que ce que je constate dans le cadre de l'autopsie, par exemple, est compatible avec ce que disent les gendarmes? Et on se contente de ça. On n'étudie pas d'autres hypothèses, on va juste étudier la compatibilité. Donc les experts ne participent pas à l'élaboration de la version officielle, mais par contre, ils la valident. Et enfin, dernier rouage, c'est les magistrats eux-mêmes, souvent juges d'instruction, mais aussi juges judiciaires, qui ne jugent généralement que de la relative cohérence de la version policière, en incluant les éléments qui arrangent ou en omettant les éléments qui dérangent le procureur et le ministère de l'Intérieur. Les magistrats, en général, n'ont plus qu'à cocher la case non-lieu, en fait. C'est un peu leur rôle, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que ça, je voulais évoquer tout ça, parce que c'est important d'avoir en tête tout ça, pour dire qu'aussi le non-lieu, cette fabrique du non-lieu, elle s'appuie sur aussi deux éléments fondamentaux. Et après, je vais passer la parole à Issam, justement. C'est souvent, l'impossibilité d'identifier le policier. On l'a évoqué plusieurs fois. Ça va être un argument phare dans la plupart des dossiers. De blessures ou de meurtres, plus souvent de blessures, on va évoquer l'impossibilité d'identifier. Et le second argument, je l'ai évoqué ce matin, c'est l'état de nécessité. C'est cette question de la légitime défense. C'est là où, en fait, on va dire, si le policier il a commis un truc un peu violent ou très violent, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Et donc, ça explique, en fait, 10 ans de mobilisation syndicale des forces de l'ordre, je parle des syndicats policiers, pour l'adoption de lois qui garantissent la préservation de leur anonymat, notamment. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. On va évoquer la loi de 2017. La loi de 2017, elle introduit deux trucs. Elle introduit l'assouplissement du cadre légal d'usage de la force, donc la légitime défense, l'assouplissement du cadre de la légitime défense, mais son article 3, il garantit l'anonymat des forces de l'ordre dans les actes procéduriers. L'anonymat, ça contribue aussi non seulement pas à exposer le nom des OPJ qui font l'enquête, mais aussi de ne pas exposer les auteurs du crime au grand public, mais aussi aux personnes qui ont accès au dossier. Donc potentiellement, on n'en est pas encore là, potentiellement, on peut avoir des dossiers judiciaires dans lesquels, en fait, les noms des auteurs seront caviardés. C'est-à-dire que la partie civile n'aura peut-être pas accès. Alors, je ne sais pas comment juridiquement, est-ce que ça peut se justifier, est-ce que ça sera vraiment le cas, mais en tout cas, cette disposition légale peut le permettre.
Le cadre de la légitime défense, je laisse entièrement Issam en parler. Par contre, je voulais évoquer quand même un truc qui nous paraît important. On voulait évoquer Pascal Léglise. Donc, on parlait tout à l'heure de l'implication dans ce rouage de l'impunité de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur. Et une personne qui joue un rôle clé dans cette institution, elle s'appelle Pascal Léglise. C'est une vieille dame qui a son siège là depuis des décennies. Je vois d'ailleurs sur le Twitch qu'il y a Kamel Daoudi qui suit attentivement. Kamel Daoudi, c'est donc une personne qui a été assignée à résidence maintenant depuis 13 ans. Il connaît bien Pascal Léglise. Bon, vous irez vous renseigner sur ce qui le concerne, mais je vois qu'il l'évoque parce que c'est effectivement important de rappeler qu'elle joue un rôle. Et cette personne, elle est au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes, dont on parlait aussi avant. Cumul des mandats, confusion des genres, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, elle joue un rôle fondamental. Et il y a un autre personnage, et c'est à la fin de mon intervention, c'est Laurent-Franck Liénard, qui est un avocat de renom, qui a fait sa mission dans la vie, c'est la protection fonctionnelle des policiers. Donc, il se targue d'avoir défendu 3000 policiers, 3000 affaires impliquant des policiers, et d'avoir sauvé des centaines de carrières de policiers. Il est quand même assez présomptueux. Et son rôle à lui, c'est très intéressant parce que dans ce rouage de l'impunité, il a rêvé d'être commissaire. Bon, il a fini réserviste dans la gendarmerie, ce qui lui va très bien. Mais il a une vocation d'avocat. Il s'est dit, mon truc dans la vie, c'est d'empêcher les criminels de la police d'être condamnés. Et donc, en fait, il a écrit des livres, et notamment un de ses livres qui s'appelle, si je ne me trompe pas, La force de l'ordre. Il défend le port d'armes. Il est très critique des armes sublétales, par exemple. Pour lui, les armes mutilantes sont critiquables parce qu'il estime que normalement, si on encadre bien l'usage des armes à feu, il ne devrait pas y avoir besoin des armes sublétales. Les policiers n'auraient qu'à utiliser leurs armes. Donc, il est aussi un des acteurs de l'élargissement de la légitime défense parce que pour lui, il y a un enjeu de pognon, très clairement, faut le dire. Et du coup, il dit des choses comme, par exemple, quand il fait des formations aux policiers, 5 minutes, parfait. Il dit « Je leur apprends à mettre des mots sur leurs actions ». Ça, c'est intéressant. Et il dit « Je leur apprends à dire ce qu'attendent les magistrats ». Et aussi, il dit « Le policier est un chirurgien du tir. Quand il ouvre le feu, il n'a pas le droit de rater sa cible ». Il est le conseiller du mouvement des policiers en colère, ce mouvement réactionnaire de la police, qui est incarné par un espèce d'abruti, excusez-moi du terme, il peut peut-être m'attaquer en outrage, qui s'appelle Bruno Attal. Et en fait, il est conseiller donc de ce mouvement des policiers en colère. Il est en faveur de l'armement généralisé de la police municipale, de l'usage de l'armement hors service. Donc, il a été un des promoteurs de cette chose qui a été en fait garantie et qui est désormais acquise par les policiers. Et lui, il se dit un technicien du droit, mais aussi technicien balistique, d'une certaine manière, puisqu'il accompagne les policiers dans ce processus qui leur permet d'être parfait devant les juges et d'échapper à la sanction. Et donc, il dit, dans sa technicité, il dit, si on donne à quelqu'un un outil, c'est parce que cet outil a une finalité. Dans l'éducation nationale, on appelle un stylo un outil scriptural, j'ai jamais entendu ça, mais pour moi, l'arme est un outil lésionnel. Donc, il a vraiment cette approche, et on peut le voir aussi plaider dans les audiences. On a eu cette chance de le voir dans des audiences plaider. Il est absolument cynique, il est offensif, et il accable les victimes, mais aussi une chose, quand ça fait partie de sa stratégie judiciaire, il accable ses propres clients. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça rentre dans une stratégie qui rentre dans tout ce système d'impunité. Lui, son rôle, c'est de disculper des policiers et des gendarmes. Donc, il est prêt à les réduire à néant en disant, vous voyez, mon client est un peu débile, il n'a pas très bien compris, il est un peu mal formé, il a un QI un peu en dessous de la moyenne. C'est des choses qu'il a dites quand même. Mais voilà, faut le comprendre. On lui donne une arme dans la main, il est mal formé, c'est la faute de la hiérarchie. Et donc, il incrimine la hiérarchie tout en sachant que la hiérarchie ne sera jamais poursuivie, puisqu'on l'a dit juste avant, ça n'arrive jamais en fait. Donc, en fait, il ne prend pas de risque. Et le ministère de l'Intérieur ne prendrait pas le risque qu'il soit avocat pour tous ces policiers si ça avait une implication de dire ces choses-là, d'incriminer la hiérarchie, le ministère de l'Intérieur, la préfecture. C'est parce qu'ils savent bien qu'en fait, l'impunité est tellement rodée qu'en fait, lui, il est là pour sauver son client. Il peut incriminer qui il veut, il peut incriminer le président de la République, ça n'aura pas d'implication. Et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que
Et aussi, une dernière chose, il est payé pas par le policier. C'est-à-dire que les familles de victimes payent pour elles-mêmes, pour leur procédure en tant que victimes, mais l'auteur des tirs, c'est l'institution, c'est le ministère de l'Intérieur qui paye les frais d'avocat. Donc, il est payé. C'est pour ça que je vous disais, en fait, c'est une histoire de pognon, parce que son efficacité, son rendement judiciaire lui garantit une manne financière à vie, puisque s'il est l'avocat des policiers à vie, il sera payé par le ministère de l'Intérieur à vie. C'est extrêmement intéressant d'avoir conscience de ça. Et nous, on est en tant que victime, en tant que proche de victime, on est confronté à ça. Voilà, c'est important de l'avoir à l'esprit, quoi. Et du coup, je laisse Issam sur la légitime défense. Bonjour. Donc, je suis Issam El Khlaoui, père de Souheil, qui a été tué en août dernier lors d'un banal contrôle routier d'une balle en plein cœur tirée par un policier stagiaire. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle des armes policières mutilantes. Mon fils a été tué par balle. Ça rentre pas dans ce cadre-là. Mais c'est aussi pour dire que, mis à part le point d'entrée, on a toutes les mêmes histoires. Qu'il soit mort ou pas, qu'il soit mutilé ou pas, qu'il soit mort en prison, dans la rue, le séquencement de ce qui se passe après, c'est le même pour tous. Donc là, je vais partir du cas de l'usage de l'arme létale. Je vais expliquer le cadre légal de l'usage de l'arme en France, expliquer la légitime défense. Ensuite, cette loi 435-1 de 2017 qui change la donne pour les policiers, surtout qui introduit de la confusion. Je vais aussi parler un peu du code de déontologie de la police, parce que c'est un point qu'on n'évoque jamais, mais qui a une importance importante dans le classement sans suite, notamment. Et aussi, je vais aussi également parler ensuite de la présomption de légitime défense dont on veut acter par la loi, mais qui en fait est déjà court, en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi, et expliquer comment on arrive au classement sans suite. Donc, pour l'usage de l'arme létale en France, le seul cadre légal de l'usage, c'est la légitime défense. Un policier ne peut pas tirer s'il n'est pas en état de légitime défense. Pour la légitime défense, déjà, le premier point, c'est celui qui invoque l'état de légitime défense qui doit en rapporter la preuve. Ça, c'est le fait de base. Il y a 5 conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait légitime défense. Il faut que l'attaque soit injustifiée. Donc, il n'y a pas de motif valable de l'attaquer. On doit défendre soi-même ou quelqu'un d'autre. On ne peut pas tuer pour défendre une moto qui va être volée. La défense, elle doit être immédiate. Elle doit être nécessaire et elle doit être proportionnelle. Donc ça, c'est les 5 cas qui conditionnent l'exercice de la légitime défense. Avant 2017, donc les policiers avaient les mêmes droits en matière de légitime défense que nous, citoyens. C'était le même cadre légal. 2017, après, je ne vais pas revenir sur les détails, mais après l'affaire Bentounsi, après les attentats, les avocats ont fait le forcing pour que la loi change. Et du coup, il y a l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure qui change la donne et qui donne des nouvelles conditions pour l'usage de l'arme. Pourtant, il y a un point important, ce 435-1, dans l'exercice de leurs fonctions, est revêtu de leur uniforme ou des insignes extérieurs. Un policier en civil, sans marque, ne peut pas invoquer la 435-1 parce que la victime ne sait pas que c'est un policier. Donc ça, c'est un point important. Donc, il y a 5 cas qui ont été décrits par la 435-1. Je vais pas tous les citer, mais il y en a un, et c'est celui qui est le principal cas où il y a eu des morts en France, c'est lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles, le mot susceptible est important, de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Donc déjà, il y a l'introduction de la susceptibilité, donc de la possibilité. Donc c'est la perception. C'est la perception. Pourtant, on doit quand même rentrer dans le cadre de la légitime défense. Il faut que ce soit nécessaire, proportionnel. On n'en sort pas. C'est juste des cas supplémentaires
qui vont permettre de jouer un peu la présomption de légitime défense. Ça, c'était pour la partie, les cas. Après, il y a, pour tous les policiers, un code de déontologie. Ce code dit que le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. La probité, c'est la qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs et les règlements. Pour moi, observer parfaitement les règles morales, ça veut dire ne pas mentir. On a beaucoup parlé de la présomption de légitime défense. En fait, la présomption de légitime défense, c'est inverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, elle n'existe que pour 2 cas en France qui sont décrits dans la légitime défense. C'est la nuit, dans un lieu habité, une personne repousse une personne entrée par effraction. Donc là, il y a présomption de légitime défense. Et une personne qui lutte contre le vol, le pillage fait avec violence. C'est les 2 seuls cas. Et les syndicats poussent, les partis politiques de droite, d'extrême droite, poussent pour que la présomption de légitime défense soit inscrite dans la loi. Toutes ces... Je vais revenir sur la probité. La probité du policier fait que théoriquement, il ne peut pas mentir. Aujourd'hui, 90% des cas de légitime défense sont classés sans suite, avant de passer devant un juge. Et en fait, c'est la parole des policiers qui est l'élément principal retenu pour conclure à la légitime défense. Et en fait, ça, c'est la loi. Et moi, je vais faire un parallèle entre la loi et les faits. En fait, j'ai appelé ça la loi à l'épreuve des faits. En France, comme la légitime défense, c'est le seul cadre de l'usage de l'arme, à chaque fois qu'il y a un usage de l'arme, il y a une qualification en légitime défense par le syndicat, par l'IGPN, par le parquet, systématiquement. On essaie de faire rentrer le tir dans le cadre de la légitime défense. Ça, c'est le premier postulat. Pour la 435-1, l'uniforme ou le signe extérieur, comme je disais tout à l'heure, est obligatoire. Aujourd'hui, c'est en tout cas retenu en enquête préliminaire, même s'il n'y a pas de tenue et même s'il n'y a pas de sigle. On va parler de la 435-1 sur des refus d'obtempérer, alors qu'il n'y a pas de 435, elle n'est pas applicable quand c'est un baqueux qui casse la vitre de quelqu'un qui part apeuré et qui manque peut-être dans sa chute, dans son départ, de partir rapidement. On insiste sur le devoir de probité du policier. Aujourd'hui, la parole du policier est prise comme parole d'évangile, alors qu'il y a de multiples cas où les mensonges sont avérés avec des preuves. Il y a aussi aujourd'hui l'agresseur, donc le policier, c'est lui qui doit prouver la légitime défense. Et donc c'est le parquet, l'IGPN, qui doit prouver la légitime défense. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les faits. Aujourd'hui, dans quasiment toutes les affaires, la charge est à la victime. On est déjà dans un régime de présomption de légitime défense. Moi, je parlais de mon fils. C'est moi qui ai dû trouver les témoins. C'est moi qui ai dû trouver les vidéos. C'est moi qui ai dû montrer que les policiers mentaient. Donc, on est déjà dans ce régime de la présomption. Alors, je vais parler justement de ce cas pratique. Mon fils qui est mort d'une balle qui lui a touché la aorte ce 4 août 2021. En fait, il y a eu un tir à bout portant après un refus d'obtempérer. Mon fils a fait une marche arrière. Dans sa marche arrière, il a légèrement heurté au genou un policier. Il a continué sa marche arrière. Il y a un deuxième policier qui arrive, qui court, qui s'approche de lui et qui lui met une balle dans le cœur à moins d'1 mètre. La légitime défense, avec la loi 435-1, a été invoquée immédiatement. Entre-temps, il y a eu 4 versions policières qui ont été diffusées dans la presse et qui m'ont été données le soir même. 4 fausses versions. Où en fait mon fils avait écrasé quelqu'un, mon fils avait renversé le policier qui avait fait un bond de 10 mètres, qu'il a été tué parce qu'il s'apprêtait à redémarrer, au moment de redémarrer, il s'est fait tuer, que des versions fausses. Ça s'est passé à 19h dans un quartier populaire avec de nombreuses personnes aux fenêtres. Donc en fait, il y a eu de nombreux témoins qui n'ont pas été entendus par les GPN. On a donné les noms, ils ne les ont pas interrogés. Le procureur a explicitement, alors qu'il y a mort d'homme, refusé la garde à vue. Et il a demandé... J'ai un procès verbal, il demande à l'IGPN que le tireur soit entendu en dernier, après les témoins et les fonctionnaires. J'ai la preuve dans le premier rapport d'enquête, parce que l'affaire a été classée sans suite avant d'être ouverte, que les policiers se sont rencontrés, les 3 policiers se sont rencontrés 2 à 2 le soir même, avant d'être interrogés par l'IGPN. Le policier blessé n'a que des blessures alléguées. Il n'y a aucun rapport médical qui donne une blessure. Il était en bras de chemise, avec un téléphone dans la main, et il dit qu'il s'est fait rouler d'une voiture qui faisait 2 tonnes sur le tibia et qu'il n'a pas senti, qu'il s'est cogné la tête, il n'a même pas une égratignure. En fait, tous les témoins disent qu'au moment où mon fils
a été tué, lui, il était encore debout à l'abri. Ça, tous les témoins le déclarent. Il n'y a pas eu d'enquête de voisinage. Le parquet et les GIGN ont passé volontairement à côté d'une vidéo qui démolit la version policière, qui montre que c'est faux. Il y a une banque en face, il y a eu la disparition des vidéos de la banque qui filmait potentiellement la scène du crime. Ils étaient dans les scellés, ils ont disparu. Il n'y a plus de vidéos. Ça fait 1 an, aujourd'hui, au mois d'août, l'enquête a été fermée, rouverte. Il n'y a pas de difficulté dans l'enquête, parce qu'en fait, tout se jouait dans cette scène-là. Il y a des témoins policiers, témoins civils. Ben, en fait, ils n'ont toujours pas conclu. Ça fait 1 an. Et donc, pour moi, on en arrive à quand même quelque chose qui est important. Le procureur, il a appliqué dès le début la présomption de légitime défense. Et il a torpillé l'enquête. Vraiment. Il a fait tout ce qu'il a pu pour qu'on n'ait pas, que les témoins soient pas interrogés, pour que les rapports médicaux mettent du temps à arriver, que l'IGPN perde les pièces à conviction. On a porté plainte contre l'IGPN et on voulait pas porter plainte de procureur directement parce qu'il aurait recalé. Et ben, on a porté plainte contre l'IGPN à la cour d'appel qui nous a dit, en fait, l'enquête a été rouverte. Donc, votre plainte contre l'IGPN, même s'ils ont fait il y a eu un tort au début, en fait, plus qu'ils reprennent l'enquête, c'est pas grave. C'est comme si moi, j'avais volé une banque, je me fais pincer, je dis, je vous rends l'argent, vous portez pas, c'est pas grave. Donc, l'État, il bafoue nos droits pour protéger les fonctionnaires. On n'a pas de recours possible contre le procureur, par exemple. Je sais qu'il a classé sans suite, sans regarder le dossier, en prenant la conclusion de l'IGPN qui était basée sur la version fausse des policiers. En fait, c'est le bras armé de l'exécutif et on ne peut rien contre lui. Rien. Alors oui, moi, la police tue, je le redis, je le dis encore, la police tue comment? En bafouant le droit des victimes, en favorisant les déclarations mensongères, en ne faisant aucune distinction sur un tir accidentel, un tir nécessaire, un tir meurtrier ou un tir de légitime défense, et en rampant devant les syndicats de police quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais la police tue, mais l'État tue aussi. L'État, il tue comment? Déjà, il tue en refusant d'écarter l'IGPN des violences policières sur les citoyens. L'IGPN, j'ai pas de problème pour qu'il existe, mais il s'occupe que des affaires de police via police. Aujourd'hui, personne, on dit on veut abolir l'IGPN, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus précis. On veut abolir l'IGPN dans les histoires de violences policières avec des citoyens. Parce que dire qu'on veut abolir l'IGPN, eux, ils rebondissent, ils disent oui, non, l'IGPN connaît bien les affaires de la police. Restez dans vos affaires de la police. On ne veut pas de vous dans les affaires des citoyens. En donnant pour mission au procureur de bafouer nos droits sous couvert de protection fonctionnelle, c'est comme ça que l'État tue. Parce que le procureur, il est à la fois en charge de défendre les policiers et d'instruire notre enquête. C'est incompatible. Et l'État ne veut pas renoncer à ce droit. En ne formant pas suffisamment les milliers de policiers envoyés sur le terrain chaque année. Il y a 11 000 stagiaires qui ont été envoyés sur le terrain avec une formation minimaliste. C'est pas acceptable. Et en fournissant toujours plus d'armes à la police. Alors, je vais finir par quelque chose que je comprends pas, parce que on est tous dans le même bateau, en fait. On subit tous une violence au départ, mais il y a quand même le clan des mutilés, le clan des tués en prison. Il n'y a pas de représentation concertée. Il n'y a pas un visage unique à présenter, une stratégie unique à présenter devant un État qui est, lui, très stratégique. Et ça, c'est pas normal. Le 4 août 2021, quand mon fils est mort, il n'y a pas eu de garde à vue. Et personne m'a dit, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de garde à vue. Il y a mort d'homme. Il doit y avoir garde à vue. Personne n'est venu me le dire. Personne. Astin, le 15 août 2021, quand il y a eu ces vidéos où on voit les policiers qui... On dit qu'il n'y avait pas d'insigne, pas de brassard. Mais après, ce qui est invoqué, c'est la 435-1. Ça passera pas au tribunal parce qu'elle s'applique pas. Mais il y a personne qui s'est levé, il y a pas un collectif d'avocats qui a dit mais non, c'est pas possible, ça marche pas là. La 435-1, ils n'avaient pas de brassard, elle s'applique pas. Le 25 avril 2022, quand il y a eu la manifestation des syndicats qui demandaient la présomption de légitime défense, il y avait peut-être 17 personnes en contre-manifestation. Est-ce que c'est normal? Parce que cette présomption de légitime défense, elle est pour les tuer, pour les mutiler, pour tout le monde. Mais personne n'a réagi. À Sevran encore, la 435-1, elle s'applique pas. Et en fait, personne va dire non, elle s'applique pas.
À Sevran, il n'y a même pas la légitime défense, puisque pour la légitime défense, le premier agresseur, c'est celui qui est c'est le policier qui agresse le policier en cassant sa vitre. Et sur la légitime défense, on ne peut pas faire de la légitime défense sur de la légitime défense. Donc le policier, il peut invoquer ni la légitime défense, ni la 435-1. Mais il n'y a personne qui va expliquer ça. Il n'y a personne qui va essayer d'expliquer à la population qu'on est en train de se faire enfumer. Voilà, c'est autant de choses que je ne comprends pas. Alors, comment faire? Est-ce qu'il faut plus de cohésion entre nous, les familles, pour monter quelque chose? Est-ce qu'il faut monter des collectifs d'avocats qui soient capables de répondre dès qu'il y a un incident, à monter au créneau, à avoir une présence médiatique? On a sûrement aussi besoin de représentants visibles et solidaires, parce que c'est la présence médiatique renforcée. Aujourd'hui, Mediapart, c'est bien, mais ça ne touche qu'une partie de la population. BFM, quand ils cherchent quelqu'un, ou TF1, ils savent pas qui ils vont interroger de notre côté. Ils nous appellent un par un. Est-ce que vous pouvez venir à la télé? Mais ils ont pas le numéro de téléphone de quelqu'un qui peut appeler et qui peut répondre du tac au tac à ces syndicats qui racontent des conneries. Il n'y a pas la stratégie à mener. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, on redécouvre tout sur le pénal, le tribunal administratif, la Cour des droits de l'homme. Il y a pas cette cohésion. Il y a aussi, ce qui moi me paraît important, la précision dans la dénonciation des actes illégaux de la protection fonctionnelle. Quand le procureur torpille une enquête, quand les policiers mentent, parce que les policiers ont le droit, c'est un droit, hein, ils ont le droit de mentir en enquête préliminaire. Il faut le savoir, c'est un droit. Ils sont pas sanctionnables. Je ne peux pas porter plainte. J'ai la preuve par témoin et par vidéo que les policiers ont menti. Vu que c'est pas arrivé devant un juge, ils ne risquent rien. Et il y a personne qui le dit. Personne. Personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Des actions coup de poing? Là, moi, je suis dans l'interrogation. Ça fait bientôt un an. Bientôt un an que je fais face à un mur, que j'escalade petit à petit, et je me rends compte que c'est la même chose pour tout le monde. On escalade tous le même mur, mais en parallèle. Donc, à bout d'un moment, il faudra peut-être qu'on se fasse la courte échelle. Voilà. Alors, avant de passer prendre les questions comme on l'a fait à chaque table à intervention précédente, juste un petit rappel de la définition de la protection fonctionnelle pour les fonctionnaires. Si on va sur le site Service public, l'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime d'une infraction à l'occasion ou en raison de ses fonctions. Donc normalement, c'est pour les victimes. L'administration doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée, etc., etc. Ce qui veut dire que l'administration, quand elle accorde la protection fonctionnelle, c'est déjà une reconnaissance en soi que l'agent est victime. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Et il faut savoir aussi que quand on est fonctionnaire et qu'on n'est pas policier et qu'on demande la protection fonctionnelle, on peut toujours s'accrocher pour l'avoir. Donc ça veut dire que il y a une interprétation très différente, comme pour beaucoup d'autres choses, sur la protection fonctionnelle pour les fonctionnaires. Il y a les policiers et puis il y a les autres. Peut-être juste préciser, en fait, ça c'est le cadre de 2008, et il y a eu un ajout en 2017 qui justement applique le même cadre si le policier est auteur des faits. Ouais, je suis tombé aussi sur le même écueil. J'ai vu d'autres. Et pour le budget 2022, c'est 17 millions d'euros. Je voulais rajouter, de toute façon, ils sont considérés comme victimes, parce qu'à chaque fois, il y a deux enquêtes. Une enquête contre le policier et une enquête contre la victime. Donc, ils sont toujours considérés comme victimes de toute façon. On vérifiera. Tu viens de parler de Stein, et du coup, je voudrais juste rajouter que Nordine, qui était au volant et qui a pris 6 balles dans le corps, sa femme qui était derrière en a pris une, a été condamnée à 2 ans de prison. Et ouais. Et à indemniser les policiers qui ont voulu le tuer. Et donc, il a été condamné et mis en prison immédiatement. Dieu merci, l'avocat a fait appel, il a pu sortir, mais il a fait quand même de la prison. Alors, il a été conduit aussi en garde à vue en sortant de l'hôpital,
Donc il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place en France. Quand on parle de criminalisation de des victimes, eh ben on commence à avoir des paliers très très graves, et l'affaire de Stein en est une preuve très concrète. Oui, juste pour tout nous dire exactement où tu en es dans ta procédure judiciaire pour ton fils, que ce soit sur le plan judiciaire ou sur le plan administratif. Et juste une petite précision, on est tout à fait d'accord qu'au niveau du procureur et le classement sans suite, notamment théoriquement, il faut savoir qu'on peut faire un recours hiérarchique auprès du procureur général dans les 15 jours qui suivent le classement sans suite par le procureur. Je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois le procureur général m'a envoyé bouler. On l'a fait. Mais sur le principe, parfois quand il explique qu'on fait le classement sans suite, il donne des informations. Et parfois ça peut être intéressant. Ben, moi en fait, il y a eu un premier classement sans suite le 23 décembre, juste avant Noël, et la cage c'était légitime défense. J'ai pas eu d'autres. C'est là avec mon avocat, donc c'était Maître Halimi. J'ai changé d'avocat entre temps. Et du coup, j'ai pris Maître Halimi. On a été voir le procureur et c'est là qu'on s'est aperçu qu'ils ont perdu les vidéos, qu'il n'avait pas lu le dossier, etc. J'en passe parce qu'il y a aussi non-assistance à personne âgée, parce que mon fils, on lui a tiré dessus, il s'est encastré dans le mur et il nous regardait vider de son sang pendant 5 minutes. Ils n'ont pas appelé les pompiers, c'est une infirmière qui passait par là qui a donné les premiers secours, et les pompiers ont été appelés par les passants. Donc ça, c'est autre chose. Et alors, du coup, ils ont rouvert parce qu'on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas interrogé les témoins de notre plainte. Ils n'ont pas consulté la vidéo qui montrait que les policiers avaient menti. Donc, ils ont rouvert l'enquête en janvier. Depuis qu'ils ont rouvert l'enquête, rien. Donc, nous, on s'est constitué partie civile et j'attends le cautionnement pour savoir combien je dois payer pour que ça aille plus loin. Mais dire que ça fait 1 an où il n'y a pas de difficulté dans la mort de mon fils, puisqu'en fait, il est mort par balle. Il n'y a pas de contre-expertise sur la façon dont il est mort. Il y a juste les policiers, leurs témoignages, et les témoignages des gens qui étaient là, et les vidéos. Il n'y a rien d'autre pour statuer. Mais en fait, plus on met du temps à classer sans suite, plus ça va être lointain, plus le témoignage des témoins va être flou. En fait, il gagne du temps pour essayer de le discréditer. Après, de notre côté, moi, j'ai pris les témoignages, j'ai été soumis à huissier, donc il y a déjà pour graver dans le marbre ce qui se sont déjà dit. Mais c'est ça la stratégie. C'est la stratégie de on fait pourrir le truc pour qu'ils aient oublié, pour que il y avait un des témoins qui voulait volontairement parler, il a été à l'IGPN, depuis il est traumatisé, il veut plus parler, il veut plus rien faire, il veut récupérer sa vie d'avant, parce qu'en fait quand l'IGPN pose des questions, il pose des questions qui arrangent la police. Et donc, il le menace, il y a tout ça. C'est pas transparent, l'IGPN. Moi, j'ai le rapport en fait de police où il y a les auditions de témoins, mais c'est hallucinant, c'est rocambolesque. Le plus grand idiot de la Terre voit que c'est un mensonge. Mais ça en est à ce point-là, en fait. Moi, quand ils ont classé sans suite, je me suis dit, je vais avoir un dossier en béton, je vais avoir du mal. Mais quand je regarde combien c'est affligeant, c'est incroyable. En fait, ils ont tellement confiance que là, quand même, se faire rouler dessus par une voiture, alors qu'il y a plein de témoins, et dire, je me suis sûrement fait rouler dessus par une voiture qui pesait 2 tonnes, je ne l'ai pas senti, mais mes collègues m'ont dit qu'il y avait des traces de roue sur mon pantalon. Ça, c'est ce qui est dit dans le rapport, quand même. Donc, voilà où on en est, et Entre 2 questions, un erratum, la protection fonctionnelle, effectivement, peut aussi être accordée à l'agent public poursuivi en justice. Autant vous dire que ça concerne particulièrement les policiers et qu'à tous les coups, c'est surtout eux qui ont droit aussi. Pardon. Là et après là. Ah non, là, je crois qu'il est là. Ben, merci pour vos témoignages. Moi, je trouve pas les mots. C'est incroyable que vous puissiez témoigner comme ça, voilà. Et j'essaie de me mettre à votre place aussi parfois.
Et je trouve cette situation extrêmement violente. Je ne sais pas comment je réagirai. Je suis impatiente d'écouter la suite. Est-ce que ce sujet des violences policières, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Et est-ce qu'il faudrait pas, puisque vous parliez de stratégie, est-ce qu'il faudrait pas s'attaquer justement à la question de la justice, tout simplement? Et cette question de la justice, elle revient. Moi, mes sujets, c'est l'urbanisme. Et en urbanisme, mais quand on voit les dossiers qui sont accordés, et enfin, on peut faire plein de croisements. Enfin, il n'y a pas de justice. Je veux dire, ils remettent des dossiers qui sont pas bons et ils sont validés. Alors qu'on va embêter un particulier pour une maison individuelle ou voilà, ou un rehaussement, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je repose la question. J'ai discuté avec 2-3 personnes tout à l'heure. Est-ce que la question des violences policières, c'est vraiment la question qu'il faut se poser et sur laquelle il faut se battre? Bien sûr que c'est un sujet, bien sûr que voilà, il y a des yeux qui ont sauté, des mains, enfin bon, des vies fracassées. Mais la question de la stratégie, est-ce que c'est pas celle-là? Est-ce que il faut pas s'attaquer à la justice? Et j'ai pas entendu aujourd'hui ce terme, à la corruption qui est institutionnalisée partout. Merci. Sur la justice, il est clair que justement, on parle de moins en moins de justice, mais on parle de vérité. Parce qu'à justice, réellement, telle qu'elle existe, on n'y croit pas. Et c'est vrai que quand on ramène, vous parlez d'urbanisme, l'urbanisme actuellement, le grand mot, c'est gentrification. Et personnellement, je connais le Grand Paris et aussi ce qui se passe en Gironde. Et on voit, en fait, depuis quelques années, depuis quelques décennies, en fait, il y a un projet d'aménagement du territoire. Et on peut remonter ça à 94, la loi Pasqua. C'est l'aménagement du territoire. Il commence là. Et là, on retrouve après toutes les nouvelles lois, les lois LOPSI, toutes ces lois-là qui arrivent. Et en fait, ce sont des lois, en fait, qui ont noyauté la justice. Et la justice, je donne un exemple, le préfet Lallemand. Le préfet Lallemand, en fait, il est garant aussi du foncier et pas garant que du maintien de l'ordre. Et dans cette histoire de foncier dans le Grand Paris, il y a une affaire, en fait, de 38 milliards d'euros. Et le préfet Lallemand, avant d'être préfet, il était directeur, en fait, de la commission d'attribution des marchés. Et là, il y a une enquête, en fait, sur des problèmes de favoritisme. Et le fait qu'il devienne préfet, il devient aussi garant de la direction des affaires judiciaires. Donc, en fait, ils se tiennent tous. C'est-à-dire qu'il est aux ordres, mais en même temps. Donc, parler de justice, quand il y a un système qu'on dit républicain, la police dit souvent, nous sommes la police républicaine, mais où il n'y a plus de démocratie. C'est-à-dire que les lois, ils en font ce qu'ils veulent. Ils font les lois, ils font ce qu'ils veulent. Le 435-1, il a été voté à quasiment à l'unanimité, moins 6 députés. Donc, quand vous parlez de justice, en fait, on parle de légalisme. Donc, on se pose la question, en fait, ce légalisme, pour nous, il est illégitime. Le changement de l'OPSI, en fait, ça a amené le pouvoir du foncier. Il est passé du maire, on change de sujet, mais c'est le même. Et on travaille sur ces sujets-là. On les connaît, ces sujets-là. Il est passé du maire au préfet. Et le préfet, qui a formé ces préfets depuis des années? C'est Madame Gouraud. Madame Gouraud, en fait, qui a été au ministère de l'Intérieur pendant des années. Et on la retrouve au mois de mars au Conseil constitutionnel.
Faut bien comprendre en fait qu'il y a, oui, une stratégie qui est globale en face, mais nous, en fait, on parle de violence policière parce qu'on nous assigne, c'est-à-dire qu'on n'existe pas avant d'avoir subi. Personne nous dit ce qu'on faisait avant. Il y a un corporatisme en France qui fait que on ne doit parler que des violences policières. Je ne peux pas parler d'urbanisme. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu parlerais d'urbanisme? Toi, tes violences policières. Et c'est comme ça que ça se passe. Et franchement, quand on parle d'unité pour qu'il y ait une meilleure justice, il faut déjà d'abord qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle en termes de justice. Et en fait, ce qui nous manque, c'est des dénominateurs communs. Et ces dénominateurs, pourquoi on fait 700 bornes? Pourquoi on fait 700 bornes, à votre avis, ici, là, et sans péage, sans prendre le péage? Et dire pourquoi est-ce qu'on fait 700 bornes? C'est justement pour lancer des questions. C'est pas pour amener un savoir. On n'est pas des experts. On vit les choses. Et ensuite, ensemble, on en discute. On rencontre. Vous vous rendez compte, l'Assemblée des blessés, c'est des blessés des quartiers populaires, mais c'est des blessés des manifestations, c'est des blessés de la ZAD, c'est des blessés des stades. À votre avis, de quoi on parle? On parle aussi de ce qu'on était avant. Mais on est assigné à parler que de violences policières. Et c'est vrai que ce serait bien, nous, on est pour qu'il y ait vraiment d'autres discussions qui existent en fait sur ces problèmes de justice. Parce que là, aujourd'hui, on spolie des petits propriétaires, c'est pas les grands propriétaires qu'on spolie, on spolie des locataires dans l'urbanisme. La justice, il n'y a plus de justice, nous sommes dans un système en fait, pour moi je le dis, qui n'est pas du tout démocratique. Quand quelqu'un me dit police républicaine, nous sommes dans une république, nous sommes tout ça, le gars, il me cache le fait qu'il ne veut pas dire nous ne sommes pas en démocratie. Et quand on dit républicain, ne veut pas dire démocratie. Comme dirait Pasqua, c'est la citation de ce matin, la démocratie s'arrête là où commence la raison d'État. Ah oui, autre chose, Malbec, Véronique Malbec, par exemple, qui est... Ah ouais, nous, on met des noms, nous. C'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant. Il faut rendre célèbres, en fait, ces petits maillons, en fait, qui empêchent la démocratie de se développer. Et Madame Véronique Malbec était directrice du cabinet du ministère de la Justice. Il y a encore 3 mois, elle vient de passer au Conseil constitutionnel. Et sa compagne, et elle est la compagne de Monsieur Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. C'est bien comprendre, en fait, que c'est pour ça que nous on dit qu'il faut aller chercher le diable dans les détails, parce que ce que on appelle détails, là, sont des détails, c'est hyper important. Et de rendre célèbres ces personnes-là, et d'ailleurs la preuve, c'est d'avoir rendu Madame l'Église célèbre, l'a fait quitter le conseil d'administration du fonds d'indemnisation, mais elle a mis son adjoint. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut détricoter pour essayer, en fait, moi ce que je veux, c'est, en disant ça, c'est vous mettre en colère. Mais là, on donne juste, par exemple, on donne une solution, c'est l'ENA. C'est pas la question, je veux dire, la question, c'est il y a des personnes en place, ces personnes n'ont rien à faire, il y a des conflits d'intérêts, qu'il faut à tout prix dénoncer. Et nous, c'est ce qu'on fait, on fait des veilles législatives, des veilles juridiques, justement pour essayer de trouver en fait ces petits, vous voyez, ces petits grains de sable en fait qui nous empêchent de monter une vraie démocratie. Je vous propose de faire une petite pause, le temps d'élargir la table et d'élargir le débat, justement pour réfléchir aux stratégies qu'on va pouvoir nous mettre en place.